Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous, on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Ça y est, c'est la Saint-Valentin. Alors, vous allez probablement passer un bon moment avec celle qui partage votre vie. Elle est belle, elle est excitante, elle vous procure des émotions intenses. Chaque jour qui passe sans elle, vous languissez et puis finalement vous avez tellement d'amour pour elle, c'est incroyable. C'est-à-dire que chaque moment que vous investissez, à chaque fois que vous plaignez de ce qu'elle vous coûte en temps, en énergie, mais ça ne fait que grandir. L'amour que vous lui portez ne fait que grandir jour après jour parce que au final, qu'est-ce qu'on aime le foot. C'est notre passion pour le foot qui nous rassemble. Et donc, joyeux Saint-Valentin à tous, joyeuse fête de l'amour du football, parce que ça y est, c'est le retour de la Champions League. Et pour m'accompagner pour ce retour de la Champions League, on est là tous les deux, justement, en amoureux. Comment ça va, Quentin ? Ça va bien. C'est une compétition qui me tient à cœur, parce que mon club l'a remporté. Mais écoute... Est-ce que je dois prendre ça comme un pic ? Tu le prends comme tu veux. Hein. Après, je place ça comme ça. Hein. Parce que moi, justement, j'allais te poser la question. Donc, tu es supporter d'Aston Villa, qui n'a plus joué la Ligue des Champions depuis combien de temps à peu près ? 30 ans. 30 ans. Facile. Comment t'abordes les semaines de Champions League comme ça ? Puisque, justement, ton club ne la joue pas ou quasi. C'est un peu étonnant parce que... Bon, il y a énormément de très gros matchs, donc tu n'as pas forcément l'occasion de t'ennuyer. Il y a quand même des très bons matchs de foot. Et puis, voilà, je suis surtout un fan de football, en fait, comme tu l'as dit. C'est surtout ça qui compte. Je pense que voir du très bon football à la télévision ou au stade, encore mieux, c'est quand même ça te fait vibrer un beau match de football, mais sans l'enjeu personnel qu'il peut y avoir quand tu supportes. Ouais, absolument. Tu peux te retrouver devant un match, je sais pas, un Chelsea Borussia Dortmund est vibrant s'il se passe des choses, qu'il y a des enjeux de fou. Voilà, je pense qu'un des matchs la saison dernière qui a fait vibrer les supporters, ça peut être Real Madrid, City, PSG, Real Madrid, Chelsea, Real Madrid, c'était je pense un des matchs les plus vibrants, alors que voilà, t'es pas forcément supporter de Manchester City, tu les apprécies même peut-être encore moins vu que c'est une équipe du même championnat que celui de ton équipe. Surtout quand t'as battu 3-0 ce week-end. 3-1, pardon, excuse-moi. Un peu de respect sur Oli Watkins. non mais voilà, c'est vrai. Et puis j'ai pas une affection particulière pour le Real Madrid, mais le Real Madrid de la saison dernière en Ligue des Champions est tellement beau, tellement puissant. Il y a une histoire tellement incroyable qui est en train de s'écrire sous tes yeux que tu es obligé de tomber amoureux de ce parcours au moins du Real Madrid. Et, la force de caractère. Et voilà, exactement. Et de voir un joueur sortir du lot comme ça, en quart de finale, en huitième de finale, en demi-finale, et bon, pas forcément en finale, mais qui arrive quand même au but ultime qui est de porter son équipe jusqu'au bout d'une compétition. Je pense évidemment à Karim Benzema. C'est incroyable et voilà, c'est pour ce genre d'occasion qu'on aime le football. Et justement, bon, on est loin de la finale, mais ça y est, on rentre dans le vif du sujet. On arrive au 8e de finale de cette compétition, les matchs aller-retour. Bon, on n'a plus le but à l'extérieur, ce qui va compter, ce qui pour moi est un regret, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Tu regrettes le but à l'extérieur ou pas spécialement ? Non, pas spécialement. Ça rajoutait de la dramaturgie quand même. Ouais, mais en fait, tu te rends compte qu'il n'y a plus tellement de ce besoin de rajouter de la dramaturgie parce que par les résultats qui ont été faits à l'aller, tu as forcément une équipe qui a envie de se surpasser au retour. Oui, mais ça mettait de la dramaturgie dès l'aller, alors que là j'ai peur qu'on ait une tendance au 0-0 qui soit plus concrète. Mais bon, mais ça pas forcément. Regarde les Chelsea Real Madrid, on verra. Les Real Madrid Manchester City, il y a quand même eu de la dramaturgie de par le résultat à qui elle allait. De par le résultat à l'aller. Mais bon, après, on verra. Mais regarde, pour moi, ça ne change pas grand-chose dans la mesure où, de toute façon, mais je suis un vieux réacteur. Ça, je te connais bien. Mais regarde, pour moi, l'exemple le plus symbolique, c'est, je pense, ce Chelsea-Real Madrid.
de la saison dernière. Et pourtant, voilà, je pensais avant l'année dernière que le résultat de l'aller et le but à l'extérieur allait un peu impacter la suppression de la règle du but à l'extérieur allait impacter le résultat final et la dramaturgie du match retour, mais finalement, et il en n'en a fait, rien non, été. même pas, parce que tu as des joueurs qui sont tellement de caractère, tu as tellement de compétiteurs sur ces terrains à partir, je pense, des huitièmes de finale, que voilà, peu importe le résultat de l'aller, le match retour reste tout aussi excitant. Et toi, en tant que supporter du PSG, tu le connais bien. Voilà, alors on va PSG, commencer à parler du vif du sujet parce que j'ai pas du tout envie de parler du PSG maintenant, justement. J'ai trop de peine pour le moment, donc on va parler plutôt justement du sujet du jour, puisqu'on veut faire un 11 combiné des huitièmes de finale. On va prendre les 16 équipes qui composent ces huitièmes de finale et on va essayer de déterminer le meilleur 11 de cette partie de la compétition. On voulait, pour rien vous cacher au départ, faire le 11 combiné de Liverpool-Real Madrid, et puis on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas assez de joueurs de Liverpool, donc finalement on s'est dit pourquoi pas faire un 11 combiné de toutes les huitièmes de finale. Ce qui est fou, c'est qu'il y a peut-être quasiment un an, si on nous demande de faire le 11 combiné de Real Madrid-Liverpool, c'est peut-être le ratio inverse, c'est que sur le papier, on se dit il y a tellement de joueurs aussi incroyables dans cette équipe de Liverpool que forcément, tu te dis qu'il y a plus de joueurs de Liverpool que ceux du Real Madrid. Et aujourd'hui, comme on l'a fait... Et pourtant, c'est le Real Madrid qui a battu Liverpool en finale de Ligue des Champions. Voilà, et voilà. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, on était à 9 ou 10 joueurs du Real Madrid, donc pas du tout intéressant, quoi. Non, alors que là, justement, on va pas forcément être d'accord, donc on va pas tarder à commencer. Avant de commencer, juste, je vais vous demander, s'il vous plaît, de liker, de commenter, de partager cette émission. C'est ce qui nous aide le plus à grandir, vous le savez, vous connaissez l'adage, donc voilà, la petite cloche, les alertes, le follow, ça fait toujours plaisir. On va faire donc poste par poste. On s'était pour un souci d'uniformité, merci. On est parti sur un 4-3-3 un peu classique. Voilà. Alors, on va préciser aussi que ce sont uniquement les joueurs disponibles pour ces huitièmes de finale aller. Et du coup, il va peut-être falloir qu'on adapte un petit peu nos... Petite précision. Ouais, vas-y. On n'a pas mis Kylian Mbappé, mais nous tapez pas dessus. Exactement. On ne savait pas, là. Il vient de revenir à l'entraînement, on ne savait pas. Après, je pense que sinon, on l'aurait mis et probablement... Évidemment, titulaire. Et puis, évidemment, titulaire, mais du coup, ce ne sera pas plus mal parce que ça nous permettra de parler de deux joueurs différents. On commence par le gardien. On est tous les deux d'accord, mais je vais te lancer directement dessus. Donc, tu as mis Thibaut Courtois. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi lui ? Parce qu'en fait, je regardais un petit peu les gardiens qui sont présents à ce stade des huitièmes de finale. Et déjà, il fallait un gardien d'expérience parce qu'on sait à quel point l'expérience est importante à ce stade, en tout cas, de la compétition. Tu peux avoir un gardien qui est excellent et brillant pendant la phase de poule, qui n'a pas du tout le même niveau à partir des huitièmes de finale, de par la suite logique de la saison. Donc, c'est-à-dire que tu as ce battement de 3 mois à peu près, 2 mois et demi, on va dire, entre la fin de la phase de poule et les huitièmes de finale. Donc, tu as des gardiens qui sont très en forme sur la phase de poule, qui sont beaucoup moins sur la suite de la saison. Et surtout, tu as besoin de gardiens qui connaissent ce genre d'enjeu, qui sont suffisamment forts mentalement, suffisamment armés psychologiquement, en tout cas, pour affronter ce sacré cap qui est en train de se passer. Et tu as besoin d'un gardien qui soit phénoménal, tout simplement. Oui, donc, la performance tant qu'à faire. Voilà, exactement. Donc, on aurait pu penser à pas mal de noms, mais je me suis dit... Justement, pas mal de noms tant que ça. Est-ce que vraiment il y en avait pas mal ? Parce que moi, je trouve que ça a été une évidence. On s'est retrouvé sur Courtois. Ouais, mais... Parce que t'as hésité, par exemple, moi, j'ai hésité avec Alisson. J'ai regardé 3 stats, plus l'impression personnelle que Alisson laisse depuis des matchs. Et finalement, Courtois s'est imposé très très vite. Oui, Est-ce que t'as hésité avec quelqu'un ? Moi, j'ai pas du tout hésité sur cette campagne. Ouais. Mais je pensais un peu aux gros noms qu'on aurait pu ressortir. Et c'est pour ça qu'on aurait pu hésiter un peu plus. Je pense qu'on a des Maignan, même s'il est blessé, du coup. Ouais. Donc, ça règle l'équation assez vite. Et puis, il n'est pas encore au niveau de Courtois.
Non, bien sûr, bien sûr. On a aussi Donnarumma qui peine à prouver. Ouais, il revient. C'est un des seuls qui surnage un peu dans les dernières performances du PSG, mais Tu pour... le connais mieux que moi de toute façon. Mais... Non, je pense que, enfin, moi je l'aime bien. Maintenant, il a quand même pas les qualités au pied qu'a Courtois et il est pas aussi rassurant que Courtois, même dans la tempête. Donc pour moi, il y avait pas photo. Voilà. Et puis on a après, on a Alisson, on a Ederson. On n'a pas Neuer du coup. Ouais. Mais Neuer voilà, aussi qui est en déclin. Au final, je pense que vraiment aujourd'hui, il y a vraiment Courtois et les autres. Alisson, à la rigueur, quand son Liverpool tourne bien, ça va. Mais je trouve que dans la situation actuelle où on voit que Liverpool ne va pas bien, j'ai pas l'impression qu'Alisson le tire spécialement d'affaire. Non. Mais voilà, c'est un petit peu ma réflexion, c'est que on a un gardien qui, quand son équipe est pas au top du top, comme c'est le cas actuellement au Real Madrid, on a quand même un gardien qui réalise les arrêts qu'il faut au moment où il le faut. Et voilà, il y a une sérénité qui se dégage de ce joueur-là. Il y a l'expérience évidemment. Enfin, on va pas parler du CV de ce gardien, mais voilà. Thibaut Courtois, c'est le gardien le plus expérimenté de ce 8e de finale, et je pense que ça, c'est un choix assez logique finalement. Bon, bah du coup, on va passer cette fois-ci à un joueur où on n'est pas d'accord, et on va commencer par la droite. Moi, comme latéral droit, j'ai pris Joao Cancelo. J'en reviens toujours pas que Manchester City l'ait filé à un concurrent direct justement pour la Ligue des Champions. C'est un des meilleurs latéraux droits pour moi au monde, si ce n'est le meilleur. Il a une palette de jeu qui est incroyable, que ce soit tant dans la vitesse que dans la distribution de jeu, que dans le centre, dans le jeu long, le jeu court. Il est capable de s'adapter, de compenser au milieu. Justement, avec certains milieux, ça pourrait même créer des permutations. On pourrait le voir par la suite. Je trouve que c'est celui qui s'est imposé pour moi, à mon avis. Et j'étais assez sûr de moi. Je pensais que tu allais même partager mon avis, mais finalement, tu as préféré quelqu'un d'autre. Et bizarrement, justement, il fait partie du PSG. Ouais, exactement. En fait, évidemment, Cancelo est peut-être le meilleur latéral au monde. Je pense que il est tout à fait logiquement dans cette équipe. Cela dit, j'ai opté pour quelque chose un petit peu guardiolesque. Attention, attention. Je vais pas me comparer non plus. Mais voilà, pour reprendre un petit peu Guardiola. Non, c'est plus pour comparer un petit peu ce qui a été fait par Guardiola avec son City. En fait, j'ai décalé Cancelo à gauche pour m'ouvrir une option sur la droite. Parce que Cancelo, voilà, et c'est aussi une de ses grandes qualités, c'est qu'il est capable de jouer des deux côtés. Et il n'y a rien à dire sur son niveau, sur ses qualités. Il est extrêmement fort, extrêmement polyvalent. Il permute bien avec les ailiers, il permute bien avec le milieu de terrain. Il se comprend parfaitement avec ses centraux. Il est toujours bien placé. Donc voilà, je pense que Cancelo était un indispensable de cette équipe. Ça, on sera d'accord là-dessus. Voilà. Et donc du coup, à droite, toi, tu t'es dit, il vaut mieux que j'ai Hakimi à droite et Cancelo à gauche plutôt que Cancelo à droite et n'importe quel autre arrière à gauche. Ouais, exactement. C'est ça. C'est ma réflexion en fait, c'est que je me suis dit un petit peu par rapport au niveau de forme. Et qu'est-ce qui t'a convaincu autant chez Hakimi? En fait, c'est ses qualités offensives. Okay. C'est que qui remonte là en ce moment au PSG. Il est beaucoup plus décisif, il est beaucoup plus entreprenant, effectivement. C'est ça qui me plaît, c'est que sur la droite lignée de sa Coupe du Monde, en fait, où on l'a vu très, très offensif, très à prendre des initiatives, entreprenant et surtout un leader, en fait. Et c'est ça que je cherchais chez mon latéral droit en fait, tout simplement. Et c'est un joueur qui est capable de marquer des buts, qui est capable de délivrer des passes décisives, qui apporte vraiment offensivement. Là, il est à Hakimi est à 4 buts, 5 passes décisives aujourd'hui entre la Ligue 1 et la Champions League. Et Cancelo est à 2 buts, 6 passes décisives aujourd'hui pareil, sur les mêmes compétitions. Donc c'est vraiment deux latéraux extrêmement décisifs et ça, il n'y a pas de doute. Et c'est aussi ça que je cherchais, c'était des latéraux très offensifs pour apporter un petit peu ce surplus en fait sur les côtés. Et voilà, je pense qu'Hakimi est un choix plutôt raisonné dans la mesure où voilà, on a besoin de quelqu'un qui soit un petit peu
expérimenté, qui est vraiment la qualité technique et offensive pour apporter sur le front offensif. Et voilà, je pense que Hakimi, même si le PSG va pas très bien ces derniers temps, je trouve qu'Hakimi, globalement, surnage un petit peu dans un groupe c'est pas dans un groupe qui va mal, c'est ouais. un de ceux qui vont bien. Voilà. Donc, t'as raison, je suis Et d'accord. donc, Et du coup, ça bien. rajoute un petit côté force de caractère en plus que j'aime bien. Mais c'est là où, du coup, moi, on va passer au latéral gauche et on va Mhm. transitionner. Moi, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais je trouve que toutes les qualités et tout ce que tu viens de dire de bien sur Hakimi, tu peux le mettre à Nuno Mendes. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi en latéral gauche, justement pour ça. Je trouve que quand il n'est pas blessé, et les blessures, c'est quelque chose de récurrent chez lui, mais aujourd'hui, il est disponible, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui a un côté décisif, qui est capable à la fois de porter le ballon et de faire les allers-retours énormément, qui a une envergure physique, une envergure tactique et qui est décisif également, si je ne l'ai pas déjà dit. Donc, quitte à avoir un latéral gauche de ce profil-là, autant avoir un gaucher à gauche et un droitier à droite. Pourquoi t'as pas pris, je sais pas, que ce soit Nuno ou Robertson ou d'autres, ou Alphonso Davies à gauche. Robertson, je l'ai pas mis dans l'équation parce que ses matchs avec Liverpool sont pas du tout convaincants ces derniers temps. Il a des stats, hein, pourtant. Hein. Oui, mais... Il a quand même 7 assists cette saison, hein. C'est pas rien. Hein. Non, mais en tirant les corners, voilà, ça compte aussi. Hein. Oui, mais t'as raison. Voilà, ça aide. Je suis pas du tout satisfait du rendement défensif de Robertson. Ça, c'est sûr. Je suis pas du tout satisfait non plus de sa présence un petit peu sur le front un peu plus offensif. Je trouve que les deux joueurs que tu as cités, que sont Nuno Mendes et Hakimi, sont beaucoup plus percutant, beaucoup plus dynamique dans les profils qu'un Robertson qui parfois tatillonne un peu sur son positionnement. Mais tout tatillonne à Liverpool, donc voilà. Soyons un peu indulgents. Mais c'est pour ça que je suis indulgent avec Robertson, c'est qu'il joue vraiment dans une équipe qui va pas du tout bien. Il n'est pas aidé par son milieu. Et par son milieu et surtout par les ailiers. Il y en a aucun des deux qui redescend défensivement, donc c'est compliqué. Mais c'est la même chose au PSG, c'est pour ça qu'on les a et c'est pour ça que privilégiés. Mendes et Hakimi sortent du lot, c'est que les deux arrivent un petit peu à surnager dans un effectif vraiment qui tourne pas rond. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu les deux questions que j'avais. Et pourquoi j'ai pas mis Nuno Mendes, c'est surtout pour le côté expérience que j'ai cité un petit peu plus tôt. Je suis d'accord, mais ils montrent tellement de personnalité déjà en fait. Ouais, mais je trouve qu'à 19 ans, il est là, ok. Alors, donc Cancelo l'a forcément plus. Hakimi ne l'a que un peu plus. Il l'a à peine joué avec l'Inter et il l'a joué à Dortmund. Mais c'est pas forcément uniquement la Ligue des Champions que je prends en compte. C'est général. Il y a une CAN où il montre une personne. C'était il y a tout juste un an. Il montre de la personnalité, de l'envie. Il porte son équipe, trop fort. Et sur la Coupe du Monde aussi, où on a vu vraiment. On aurait pu penser que ça allait être les Ziyech, les Ziyech, En-Nesyri, etc. Ça aurait pu être ces joueurs-là. Hakimi, c'est un vrai leader. Il est attendu par tout le monde. Et pourtant, il arrive quand même à... Ouais, non, mais je comprends. Mais alors maintenant, il faut quand même qu'on départage. Et on est tous les deux d'accord sur Cancelo, donc on va le garder. Maintenant, il faut savoir si on préfère mettre Cancelo à gauche et Hakimi à droite, ou Cancelo à droite et Nuno Mendes à gauche. Et je suis désolé, mais on a besoin d'un gaucher à gauche. Surtout vu le profil de nos ailiers respectifs. Moi justement, mes ailiers, je les trouve beaucoup plus défensifs que les tiens. Non, ils sont peut-être plus défensifs, et ça on est d'accord, mais au moins qu'ils vont être pieds inversés. Moi je lâche pas, je me lâche pas mon bout de gras dans la mesure où... Quoi ? Non. À ce point-là ? Ouais, on parle d'un gaucher à gauche. Il va pas prendre le couloir de la même manière quand non, mais regarde ce que fait Cancelo défensivement. Oui, non, mais je te le cache pas. C'est que faux pied ou pas, le gars est parfaitement à l'aise et maîtrise suffisamment le poste pour tenir son couloir gauche. Mais je ne le nie pas en fait. Mais le truc, c'est que tu as besoin d'un gaucher qui va te faire des centres et qui va t'amener de la profondeur vis-à-vis de ton ailier gauche en fait. Oui. Et chose que sait faire Cancelo mais que le fait quand il va le décaler à gauche, c'est quand même en fait souvent le Cancelo à gauche, il t'apporte des choses au milieu alors que là, il va moins t'apporter sur l'aile. Je suis pas d'accord, mais voilà,
Cancelo l'a montré avec Manchester City. Il a les matchs de référence et quasiment toute la saison, il a joué sur son côté gauche depuis qu'il arrive au Bayern. Il est de retour à droite. Mais avec des Foden et Grealish qui, en fait, avec un système à Manchester City où t'as moins le half space, etc. Tu peux avoir les ailiers qui sont très collés à la ligne et tes milieux qui occupent le half space. Donc ça dépend comment tu organises ton équipe. Tu lâcheras rien là-dessus ? Je lâcherai rien du tout. Oh là là, vas-y, je te le laisse parce que t'as mis Hakimi et que je l'aime bien et que c'est quand même le sang. Hein. Mais bon, ok, je vois, je te convaincrai pas. Bon, on va passer à la défense centrale. Ouais. Tu veux nous dire quelle est la paire que tu as choisie ? Ouais, alors j'ai opté pour un des deux joueurs que tu vas citer, qui est Rudiger. Je pense que Rudiger, ça parle pour lui. Il a les statistiques. Il joue enfin au Real Madrid. Ouais, et puis vraiment, voilà, ça fait 3 ans qu'il est. Enfin, ça fait 2 ans en tout cas, sur les 2 dernières saisons où il règne sur l'Europe. Il gagne tous les trophées qu'il est possible de gagner. C'est vraiment un leader. Il est très puissant, très sûr de sa force, très polyvalent aussi. Je trouve qu'il a ses qualités. Il a toutes les qualités vraiment pour être dans cette équipe. Ce meilleur 11 un petit peu de ces huitièmes de finale. Et à côté de lui, en fait, je l'ai associé à un joueur un petit peu plus étonnant, je pense. Oui, bah oui. Ça dépend. Mais voilà, j'ai opté pour Gvardiol. De par ses qualités, vraiment la puissance, la sérénité, et c'est marrant parce que je parlais d'expérience un petit peu plus tôt. Gvardiol, c'est tout l'inverse. C'est un joueur qui en a pas beaucoup. J'allais t'allumer. Je te laissais parler sur la bulle. Ah oui, il faut de l'expérience, etc. Et là, tu vas me mettre en défense centrale un jeune qui arrive du PSV il y a 2 mois et qui a fait une bonne Coupe du Monde, mais pas du tout les mêmes conditions que la Ligue des Champions. C'est quand même pas le même niveau. Gvardiol, c'est un sacré joueur. Non, attends, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Là, tu vas me faire dire que c'est une pipe. Attends, non, c'est un excellent joueur. Mais de là à le mettre dans le 11 combiné, on n'a pas mieux là, sous la main ? Non, moi je pense que c'est un très bon joueur. Et pour ceux qui le voient jouer de manière régulière, je pense que c'est un joueur extrêmement talentueux qui va pas rester très longtemps à Leipzig. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment toutes les qualités pour s'imposer dans ce 11 combiné. Un gaucher, justement, on en avait besoin. Et c'est ça aussi qui m'a plu, c'est qu'on avait besoin d'un gaucher pour jouer un peu à gauche et apporter vraiment toute la densité physique qu'un joueur comme Cancelo n'a pas dans une défense où ça peut manquer un petit peu de muscle. Et donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette paire-là, Rudiger Gvardiol. Ça apporte vraiment cette densité physique, puissance, percussion, et voilà, sur la profondeur, c'est 2 joueurs qui sont plutôt rapides, qui couvrent bien les montées. Tu peux jouer haut avec ton équipe et toujours pouvoir rattraper tes erreurs. Et puis il y a de la taille aussi. Il y a de la taille, donc sur corner ça peut marquer aussi. Je suis totalement d'accord. Mais c'est marrant parce qu'on a les mêmes raisonnements, mais j'ai quand même choisi quelqu'un d'autre. Mais je vais te laisser d'ailleurs parce que voilà, c'est un joueur aussi qui était dans ma réflexion. Ouais, j'imagine quand même parce que moi j'avais Van Dijk, on l'a tous les deux éliminé parce que je pense qu'il a pas les performances requises cette saison pour y figurer. Moi j'ai beaucoup hésité avec Ruben Dias et c'est le côté rapidité et leadership qui m'a fait agressivité qui m'a fait changer, mais justement pas pour Gvardiol, pour Militao. Je trouve que c'est un joueur en ce moment qui m'étonne énormément, qui est assez impressionnant dans l'agressivité qu'il démontre et dans le caractère qu'il a, et qui est très complémentaire de Rudiger. On peut le voir au Real Madrid. Enfin, je veux dire, le nombre de tacles, le nombre d'interceptions, le nombre de progression balle au pied que Militao est capable de faire, et le jeu de passe qu'il est capable d'avoir également. Il est capable de jouer arrière droit aussi, donc pour couvrir des montées, que ce soit d'Hakimi ou de Cancelo, c'était utile. Donc pour moi, Militao s'est très très vite imposé. Ouais, mais en fait, j'entends aussi ta réflexion. Et pour être tout à fait franc, c'est un joueur que j'ai mis également dans l'équation et que j'aurais très bien pu choisir aussi. C'est les qualités requises pour un défenseur central qui, comme Gvardiol, a ce même genre de capacité
que ce soit la vitesse, profil physique, etc. C'est Moi, ce qui a fait vraiment un joueur qui basculer, est moi je suis intéressant. d'accord, donc on arrive aux mêmes conclusions, mais Ouais. ce qui me fait basculer moi pour Militao, c'est un, plus grand club, Ouais. deux, expérience. Ouais, j'entends tout à fait. Pour revenir juste sur ce que tu disais, les noms que tu citais, que ce soit Van Dijk, Ruben Dias. Ruben Dias, je ne l'ai pas mis parce qu'il est très incertain physiquement et il a encore été sorti à la mi-temps contre Villa ce week-end. Et Van Comme Dijk il a démarré, je l'ai quand même mis c'est ça, dans, dans la réflexion. Voilà. Moi, je l'avais pas mis dans la mesure où il était plutôt remplaçant ces derniers temps, que je n'étais pas convaincu non plus par sa saison, alors que je trouve que c'est un joueur. Voilà, si on me demande dans le global sur le global, ouais. plus globalement, je l'aurais peut-être mis dans cette équipe, mais cette saison non. Même par rapport à la vitesse. Un peu moins, mais tu as quand même un Rudiger qui est tellement rapide et capable de couvrir que voilà, ça aurait pu fonctionner. Mais sur ce côté, Van Dijk, c'était certainement pas une option pour nous. Tu sais quoi, je pense que je te rejoins sur Militao parce que effectivement il apporte ce côté expérience. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Ça a été un des leaders de la défense la saison dernière. Petite incertitude sur son état physique. Comme parce d'hab, qu'il n'a pas beaucoup joué aussi, ces derniers temps. Non, mais là, il était là pour la finale du Mondial des clubs, etc. Donc il revient, donc pareil. C'est ça. Et on n'a pas cité non plus David Alaba. Non, pareil, incertain, etc. Toujours un peu. Moi, je suis pas convaincu par Alaba ces derniers temps. Je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs qui coûtent à son équipe. Et si le Real Madrid n'a pas une assise défensive aussi imposante que sur peut-être la saison dernière, on va dire, même si le Real n'a pas été non plus irréprochable défensivement, c'est plutôt offensivement qu'ils ont été brillants. Je trouve que Alaba fait des erreurs qui peuvent coûter cher à son équipe, qui ne le coûtent pas forcément cher, et parce que y a la qualité offensive pour compenser un peu tout ça. Mais je suis pas aussi convaincu par Alaba que j'ai pu l'être la saison dernière, par exemple. Moi, je reste persuadé que Alaba est un extraordinaire joueur, mais que c'est pas un défenseur central de formation, qu'il s'adapte très bien parce que c'est un des mecs les plus intelligents du monde du football. Maintenant, si je peux choisir entre un défenseur central de formation, quelqu'un qui est plus agressif, etc., je préférerais toujours quelqu'un qui est du poste et qui a cette intelligence tactique naturelle. Ouais. Et il y a un autre joueur qu'on n'a pas cité non plus. Si tu me cites Marquinhos, je te jure, non, Marquinhos n'était pas dans l'équation, vous inquiétez pas. Thiago Silva non plus d'ailleurs, alors qu'il aurait pu potentiellement. Mais bon, voilà. dans un football moderne, à moins de vraiment avoir une équipe qui serait adaptée à avoir le bloc bas et Thiago Silva qui est dans des bonnes conditions, peut-être dans une défense à 3, moi je me mets plus dans une défense à 2. Je suis assez d'accord. Mais celui que j'aurais pu citer, c'était Badiachil, parce que Badiachil, vraiment, depuis qu'il est arrivé à Chelsea, ouais, mais tu vas pas jouer c'est pour ça. Rien que sur le côté expérience, qualité intrinsèque, etc., je ne l'ai pas mis. Mais Badiachil réalise des excellentes performances avec Chelsea, et c'est un joueur qui peut s'affirmer sur les prochains mois dans une équipe qui est un petit peu en reconstruction, un petit peu plus axée sur la jeunesse, et je pense que, c'est même pas une blague, je pense que Badiachil est capable d'atteindre un sacré niveau dans les prochains mois de par ce transfert qui a été bénéfique pour lui. Mais il faut voir comment ira Chelsea et comment lui, si lui arrive à continuer à step up et à toujours se montrer au niveau des challenges qui se présentent à lui. Et Absolument. C'est là-dessus où il m'étonne vraiment de plus en plus. Et challenge, c'est exactement le mot, parce que je pense qu'il a un vrai challenge devant lui. C'est être titulaire dans cette équipe de Chelsea où on a très bien vu que t'es pas assez bon, on te remplace assez vite. Ils ont assez de défenseurs centraux là. Ouais, exactement. Et surtout, avec la retraite de joueurs comme Varane et une équipe de France qui est en train de se renouveler. Ouais, de se renouveler. Il y a un coup à jouer pour lui. Et il faut qu'il saisisse cette opportunité pour atteindre un niveau
Enfin, palier en tout cas important. Un autre qui aurait mérité d'être cité, je pense, mais qui est blessé, c'est Konaté. Ouais. Donc voilà, mais toujours beaucoup d'amour pour Ibrahima Konaté. Et on n'a pas cité Upamecano non plus, parce qu'on est sur les Français, c'est vrai. mais voilà, moi je ne l'ai pas mis parce que voilà, j'en attends encore davantage sur la régularité, mais il a aussi les qualités pour être dans une équipe comme ça. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours peur de ses boulettes. Il a trop une proportion à faire des boulettes pour le moment et j'ai l'impression que les deux autres me rassurent plus. Mais bon, après, enfin, voilà, on a cité la paire défensive du champion d'Europe, donc je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Tant qu'à faire. Bon, en parlant de champion d'Europe et de paire défensive, on va avancer. Comme on a tous les deux les trois mêmes milieux, je te propose de les présenter et puis derrière, on développera. Mais ouais, je pense que. Est-ce que tu y as réfléchi comme moi en termes de milieu complémentaire et global, ou est-ce que tu les as pris individuellement pour ce qu'ils sont et pour leur qualité? Un peu des deux en fait, surtout. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait être complémentaire, etc. Ouais. Qu'est-ce qui est déjà un petit peu affirmé en Europe ou en compétition internationale, et voilà, je pense que voilà. Et donc le milieu qui s'est imposé, c'est Kimmich en 6, De Bruyne et Bellingham en relayeur et derrière. Donc vas-y, je te laisse un peu justifier. Kimmich, on est obligé de le mettre dans l'équation. Moi, je t'avoue que moi, je me suis demandé en fait. Ah ouais. Mais ouais, en fait, pas parce que je l'adore et je trouve que c'est un des plus grands joueurs, mais j'avais vraiment envie de mettre De Bruyne et Bellingham. Pour moi, c'était eux ceux qui s'imposaient à moi. Et derrière, je me suis dit, est-ce que Kimmich a la taille et a le côté assez défensif pour compenser un peu ce que les deux autres vont apporter, mais vont aussi les défauts que ça peut créer de base. Et c'est marrant. Pourquoi ? Non, justement, vas-y. Je suis étonné parce que pour moi, Kimmich, voilà, c'est un des meilleurs 6 au monde. Il est capable de jouer. Enfin, c'est même pas un 6 de base, donc c'est ça qui est le plus impressionnant dans sa progression. Mais voilà, je pense que Kimmich. Dans le muscle, en fait, c'est ça dont je parlais. Ouais, d'accord, je comprends. Plus dans le muscle, muscle et taille. C'est pour ça que moi j'ai hésité avec Chouameni, en fait. En fait, ouais. Je me suis dit, bon, on cherche un numéro 6 qui est vraiment. Le premier relanceur, donc pour ça tu dois avoir de la qualité, de l'intelligence technique et est-ce que tu es obligé de l'avoir en premier relanceur? Parce que moi je me suis dit excuse-moi, je t'interromps encore, mais vas-y. Si Casemiro était disponible dans ce 11, je mets Casemiro mais les yeux fermés, et pourtant c'est pas lui qui va me relancer mon attaque. Mais si t'as Hakimi à droite, Hakimi à droite, Cancelo à gauche ou Nuno, etc., qui sont largement des mecs qui peuvent t'aider à ta relance, plus Bellingham et De Bruyne au milieu, t'as pas forcément besoin du 6 relanceur directement. Et d'ailleurs, j'ai pas mis un de mes chouchous, Marco Verratti, mais... Ouais. Ah, mais c'est des très bonnes réflexions. C'est comme ça que ma réflexion a été... Ouais, c'est des très bonnes réflexions. Effectivement, tu me challenges là-dessus, c'est intéressant. Mais en fait, je me suis dit, bon, toujours dans ce souci de rechercher de l'expérience, etc., ce qui est assez étonnant parce que quand je vais passer à l'attaque, on aura un joueur qui n'en a pas du tout. Mais petit spoil. Ouais. Mais je vais te rejoindre sur t'as plus besoin d'expérience en défense qu'en attaque. Ouais, exactement. Et en fait, c'est ce que je me suis dit, c'est vraiment aller chercher un joueur qui a la capacité de relancer très proprement, très efficacement et très rapidement. Et pour ça, ce milieu de terrain me paraît redoutable. De par la capacité à jouer les transitions à fond. Et je trouve que Kimmich a quand même, malgré son âge, etc., a cette capacité à relancer. Ouais, il a quoi, 31 ans, comme ça. Là, je l'ai pas, mais il doit avoir la on retrouvera la stat. Mais je trouve qu'il a... Voilà, pour moi, c'était même pas une option. Je me suis dit, bon, on peut caser Chouameni, on peut caser qui on veut, mais Kimmich me paraît être un vrai numéro 6, capable de relancer proprement et à la fois de défendre.
et d'être ce qu'on attend quasiment d'un capitaine, parce que je pense qu'il ne serait pas capitaine dans cette équipe, mais qui serait vraiment un relais entre... Qui serait un leader en tout cas. Ouais, exactement. Mais et, juste pour ça, je trouve que c'est intéressant. Pour appuyer ce que tu dis, ce côté relance, ce côté passeur, etc., c'est de tous les milieux qu'on a cités, celui qui fait le plus progresser par la passe son équipe, avec De Bruyne derrière et Bellingham ensuite. Donc c'est quand même énorme, bien plus que Tchouaméni ou même j'avais pensé à Luka Modric. Donc c'est quand même assez impressionnant et qui est relativement décisif. Avec un match sur deux quasiment où il délivre soit une passe décisive, soit un but, mais plutôt des passes décisives, etc. Donc c'est quand même pour un profil qui est plus défensif, qui est quand même assez extraordinaire et qui permet de permuter avec les deux autres. Je pense moins avec De Bruyne qui serait un peu plus avancé, et puis Bellingham et Kimmich qui seraient plus dans un système de compensation. Modric, c'est venu à ton esprit ? Non. Pourquoi ? Et ben en fait, parce que moi j'y ai pensé honnêtement. Ouais, mais en fait je sais pas pourquoi, à chaque fois je sors Modric de mon esprit dans ce genre de 11 parce que je cherche davantage de densité physique. Je cherche un joueur qui est capable de répéter les efforts sur le... On l'a vu l'année dernière, on l'a vu à la Coupe du Monde, il est encore capable de ça. Complètement, et c'est pour ça que je m'en veux un petit peu, mais tu vois, finalement, il n'est jamais venu dans ma réflexion, alors que c'est un joueur fabuleux, effectivement. Je pense qu'on a... c'est un ballon d'or, quoi. Oui. C'est un multiple vainqueur de la Ligue des Champions. Donc il mérite le respect que j'ai pas forcément réussi à lui accorder, mais voilà, rien que par sa capacité à répéter les efforts, à être un peu plus présent défensivement quand son équipe souffre un petit peu, et aussi sa capacité à vraiment aller chercher beaucoup plus haut quand son équipe est vraiment dans une excellente phase. Je me suis dit je veux un Bellingham dans mon milieu de terrain. Et c'est pour ça que j'ai pas mis Modric. Et De Bruyne n'aurait pas pu... Parce que moi, j'ai hésité un petit peu entre Modric et De Bruyne pour une raison. J'ai malgré tout privilégié De Bruyne pour le côté global, mais le côté caractère de Modric, contrairement à De Bruyne qui parfois est plus passif, alors que Modric a un côté, il est capable de retourner les événements et de créer son propre destin plus que De Bruyne. De Bruyne est dans mon équipe et c'est un joueur extraordinaire, probablement le meilleur milieu du monde, vraiment en termes de talent, de capacité, mais c'est la force de caractère de Modric qui n'abandonne jamais, qui le répète souvent, qui croit jusqu'au bout à sa capacité à renverser les choses. Ça m'a quand même fait douter. C'est un 11 combiné, donc il y a un côté un peu plus théorique, il y a un peu plus... au final, tu dois mettre un 11, lequel t'alignes. Mais c'est là-dessus où moi j'ai hésité. Ça t'est venu à l'esprit ? Ouais, non, même pas, parce que... mais c'est pour ça que je manque vraiment de respect à Modric, malheureusement. Lucas, si tu nous écoutes, désolé. Je suis vraiment très confus. Mais voilà, je pense que rien que par la capacité de... La puissance que dégage un De Bruyne, alors qu'il n'est pas du tout puissant, mais voilà, il a cette faculté à toujours trouver des angles de passe impressionnants. Si tu joues la transition offensive, tu as besoin de sa qualité de passe, et vraiment ce joueur est tellement fabuleux que pour moi il fallait même pas se poser la question, quoi. Dans un milieu de terrain où on a déjà Kimmich et Bellingham, il me fallait un De Bruyne pour compléter le triple X avant le L devant, quoi. C'est incroyable, quoi. Moi aussi, ce qui m'a fait, juste pour finir là-dessus, De Bruyne, c'est décisif, c'est but plus assist, c'est 78% des matchs, toutes les 90 minutes, alors que Modric, c'est 46. Donc, il y a quand même un petit gap. Mais après, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes ligues, etc. non plus. Donc, après, il faut voir. Mais faut remettre ça en perspective, mais malgré tout. On a le même milieu, donc on va pouvoir avancer. Par quoi on commence ? L'ailier gauche ou l'ailier droit ? Ailier droit, allez. Alors vas-y, je t'en prie. Et justement, pour compléter un petit peu ce qu'on disait sur Hakimi et sa propension à aller un petit peu plus vers l'avant, je cherchais un ailier qui soit capable de compenser un petit peu ces allées et venues
de Hakimi. Et en fait, du coup, je me suis dit, il faut pas qu'on aille chercher un ailier qui soit ultra offensif non plus, parce qu'après, ton couloir droit peut être abandonné. Ouais, ça peut être une de tes faiblesses. Et pour compenser un peu tout ça, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas un milieu capable de jouer sur le côté, compenser, etc. Voilà, vous l'avez vu venir. Vous avez tout compris, quoi. C'est Valverde. Donc c'est un joueur qui est capable de marquer, qui est un vrai leader aussi, alors qu'il est tout jeune. Mais il a cette expérience. On parle souvent du côté grinta. J'aime pas trop le terme, mais voilà, il l'a. Ouais, c'est un Uruguayen, quoi. Ouais, exactement. il a vraiment cette force de caractère, cette volonté de tout le temps, comme tu l'as dit pour Modric, de jamais rien lâcher, de tout le temps pousser pour que son équipe soit capable de renverser les situations. Et du coup, j'ai opté pour Fede Valverde. C'est un joueur fabuleux, techniquement irréprochable. Tactiquement, il sait où se placer tout le temps dans les bons coups. Et pour ça, je pense que Valverde remplit parfaitement ce rôle sur le couloir droit. Et voilà, je pense qu'il s'est imposé assez rapidement à mes yeux. Et voilà, c'est aussi pour cette raison que j'ai mis Cancelo à gauche et Hakimi à droite. C'était pour justement compenser un petit peu avec Valverde, quoi. Je suis d'accord, mais après tu gardes donc ce côté, toi tu gardes ton ailier avec un pied droit. Mais ouais, moi c'est pour ça que, alors moi j'ai choisi Riyad Mahrez. Je pense que tu as besoin de, quand tu as un ailier... Mahrez qui revient très fort ces derniers temps. Ouais. Et honnêtement, vraiment, je trouve qu'au poste d'ailier droit, intérieur, voilà. Moi j'y ai pensé à Valverde, c'est un joueur que j'adore. Maintenant, d'avoir un droitier à droite, sachant que tu as déjà Hakimi, et De Bruyne derrière lui, ça me paraît un peu trop. Il y a un peu trop de superposition à ce niveau-là. Tu as besoin d'avoir un gaucher quelque part qui te permette de trouver des angles de passe différents. Donc, pour moi, c'était assez nécessaire. Là, on n'a vraiment aucun gaucher. Et ça, tu vas t'enfermer d'une certaine manière dans un style de jeu sinon. Après, d'avoir De Bruyne en pied inversé, c'est bien, mais sur son bon pied, ça peut être bien, mais si tu as au moins un gaucher devant, je préfère les ailiers de percussion, ça va se voir aussi sur mon ailier gauche, surtout en fonction de l'attaquant que tu as, mais tu as besoin d'un mec qui soit capable de tenir le ballon et de percuter balle au pied dans ce cadre-là, sinon j'ai peur que tu aies trop de milieu et que tu n'aies pas assez de joueurs de renversement et de percussion. Et je trouve que malgré toutes les qualités de Fede Valverde, on risque d'avoir ça, surtout avec le profil de milieu de terrain qu'on a choisi tous les deux. Ouais, c'est des arguments tout à fait valables que j'entends et que je comprends. Je suis moins convaincu par Mahrez, mais voilà, je pense qu'il reste quand même une sacrée alternative et je comprends que tu puisses mettre Mahrez à ce niveau-là et ils se font assez facilement dans cette équipe. Je suis étonné que tu me parles pas de Coman par exemple. Moi je l'adore, mais pareil, pour la même raison, c'est pas un gaucher. C'est pas un gaucher, je suis totalement d'accord. Pourtant, t'as un des meilleurs ailiers de ce plateau des huitièmes de finale à disposition avec Coman. Oui, mais c'est pas un gaucher. Après, je suis d'accord. Il a, en fait. Qui ne l'empêche pas d'être décisif, de marquer, etc., d'être percutant. Totalement. Mais je te dis, on a un problème de profil. Alors, Coman remplit la case percussion et renversement, totalement. Mais il a pas le pied gauche pour t'ouvrir des angles de passe et des centres intérieurs, etc. Surtout pour mon attaquant. Et si je mets Coman, alors dans ces cas-là, je change un des deux milieux qui accompagnent Kimmich et je mets Bernardo Silva dans ce milieu-là pour avoir un gaucher qui t'apporte d'autres angles de passe. En tout cas, c'était ma réflexion. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé caser Bernardo Silva, mais il joue plus ailier droit depuis des années. Il n'a pas le côté renversement, donc j'ai dû faire un choix. Mais c'est pour ça que je prends Mahrez. Et il est moins décisif cette saison, il joue plus beaucoup. Tu vois,
Ouais, Coman, je l'adore, mais il va te prendre le ballon, il va pas forcément revenir sur son pied gauche, il va la pousser et il va percuter jusqu'à te faire le centre en retrait. Ce que Hakimi peut assez bien faire aussi. Ouais, c'est vrai. Mais justement, tu as une permutation qui Qui te paraît parle. pertinente. Non, alors les deux s'entendent, mais pareil. Mais bon. Après, en fait, j'ai surtout misé sur la présence de l'attaquant aussi. Oui, mais pareil aussi. donc, Alors, on passerons à l'attaquant. Moi, j'ai choisi Haaland. Ouais. Machine à but. Je suis désolé. Quelqu'un qui est capable de recevoir des têtes. Genre aussi, si tu dois centrer en hauteur, parce que ça, c'est un des problèmes du PSG, c'est que quand tu centres avec Hakimi, il n'y a personne pour reprendre de la tête. Il est capable de tenir le ballon également, de faire des appels en profondeur. Genre, il a vraiment, pour moi, toute la palette, à part le côté meneur de jeu pur et dur que le tien a. Maintenant, je trouve que, vu les joueurs qu'on a au milieu, on va pas avoir besoin de tant que ça de ce 10, ce meneur de jeu nécessaire. Et surtout, vu nos défenseurs, vu notre équipe, on risque de jouer haut et on a besoin de quelqu'un qui occupe à ce point à la surface et d'être là à la réception dès qu'il y a un renversement, dès qu'il y a une percussion, d'être là pour couper et d'être capable de marquer le but nécessaire sans avoir besoin de trop toucher le ballon, selon moi. Moi, j'ai opté pour quelque chose de plus. J'ai déjà contre-argumenté alors que tu n'as même pas dit ton nom. Mais... de plus rationnel. C'est que, en fait, je me suis dit que si on a l'envie d'avoir le ballon ou de jouer en transition, etc., on a besoin d'avoir un joueur qui comprenne le ballon. Parce que pour moi, Haaland est excellent. Il comprend évidemment le ballon. Mais il est beaucoup plus dans la recherche de buts et dans la recherche de statistiques. Là, moi, je vais chercher un joueur qui comprend le jeu, qui va chercher le bien-être collectif avant son bien-être à lui. Avec tous les indices que tu as lâchés, si vous n'avez pas deviné, voilà, là... C'est Karim Benzema, évidemment. Qui d'autre? Parce qu'en fait, c'est un joueur qui a l'expérience, qui comprend le jeu, qui sait où se placer, qui apporte son soutien et qui joue le rôle de premier défenseur. Je trouve qu'il est tellement fort et sa Ligue des Champions de la saison dernière valide tous mes arguments en fait. C'est que c'est un leader en fait. C'est un joueur qui, quand son équipe est pas bien, va la tirer vers le haut, contrairement à Haaland. Et c'est un joueur qui est, enfin voilà, on a beau parler un petit peu de ses statistiques ces derniers temps, de critiquer un petit peu son côté où il est absent dans les grands rendez-vous, voilà. Je pense que non mais enfin oui, absent sur blessure quoi. Voilà. Non, j'étais surpris parce que justement c'est dans tous les grands rendez-vous où il est présent. Il a marqué contre le FC Barcelone, il a marqué en finale de Coupe du Monde des clubs, il a marqué. Sa compétition, c'est la Champions League, il a gagné 5 fois, il y a pas de. Exactement. Et puis c'est tellement un battant, c'est tellement un guerrier mentalement que il va jamais rien lâcher. Et c'est pour ça que voilà, pour moi c'était Benzema quoi. Il n'y a pas d'autre. Je comprends et mon but n'est pas de dénigrer Benzema, je l'adore. Maintenant, 34 ans, souvent blessé en ce moment, il a un peu moins fin selon moi vu sa saison. Je suis pas d'accord. Ah ouais? Ouais. Non, je trouve qu'il a toujours faim. Mais il est à 10 buts cette saison. Oui, mais parce qu'il a pas beaucoup joué. Ouais, mais attends, regarde sur les derniers matchs là. Il a 16 matchs effectivement, contrairement à Haaland qui a 25 hein. Ouais. Et sur tous les matchs qu'il a joué ces derniers temps, il a marqué. Mais il est quand même il a marqué contre Valence, il a marqué contre le FC Barcelone, il a marqué en finale de Coupe du Monde des clubs. C'est un joueur qui, peu importe la compétition, dès qu'il y a quelque chose à gagner, il va marquer, il va vouloir aller chercher les statistiques collectives. Et j'insiste sur le côté collectif et le côté leader, en fait, tout simplement. C'est quand son équipe, le Real Madrid, va pas si bien que ça ces derniers temps. Et il est quand même là à chaque fois et il va porter son équipe vers le haut. Et je trouve que c'est ce côté vraiment leader que j'attendais de Benzema, d'un attaquant de pointe. Et je trouve qu'il a ce côté force de caractère que j'ai pas retrouvé mais attends. à tout prix chez Haaland quoi. Ouais, mais je suis désolé hein. Mais qui va marquer les buts dans cette équipe? Et je veux bien Benzema. Ouais, mais il en marque. Enfin, je peux pas dire ça après la saison de l'année dernière. Je m'excuse, mais
genre, t'es plus assuré de la valise de but avec Haaland et il va t'apporter plus dans la valise de but. Erling Haaland, combien de buts sur le mois de janvier? Sur le mois de janvier, je crois qu'il est à 0. Voilà. Mais vraiment, tu vas juger sur un mois de janvier. Non, mais c'est parce que sinon, il est quand même à 30 buts, genre Première Ligue et Champions League. Bien sûr, mais ça n'a aucun intérêt de donc dénigrer. Ce qui est 3 fois plus que Benzema. Ça n'a aucun intérêt de dénigrer ces statistiques. Non, ce que je dis, c'est juste que sur ce mois de janvier, j'ai pas vu énormément Haaland. Je crois que hier contre Aston Villa, avant qu'il sorte à la mi-temps, je crois qu'il touche 6 ballons. Ouais, il touche pas. C'est pas ce que j'attends d'un attaquant si son équipe va pas très bien ou si il a besoin d'aller. De Guardiola. Ouais, mais enfin, Haaland peut rapidement devenir inutile dans un match où son équipe est en difficulté. Ouais, ou alors, comme le dit Carragher, c'est peut-être pas Haaland qui est inutile, c'est la manière dont Man City l'utilise et le profil de Man City. Ça, je l'entends aussi. Sauf que, justement, si son équipe est pas très bien, je veux qu'un attaquant puisse se positionner dans des espaces un petit peu plus disponibles, un peu plus libres, et où il va toucher le ballon, ou changer un petit peu la perspective que son équipe a offensivement. Et rien que pour ça, je pense que son intelligence du jeu et sa capacité à se comprendre avec ses coéquipiers peut permettre de libérer des espaces que ce soit des Valverde, que ce soit des De Bruyne, ou même Bellingham puissent apporter pour frapper. Oui, moi je pense que le Real Madrid se plaint assez de ne pas avoir un ailier droit pour pas refaire la même erreur, c'est-à-dire reprendre et l'attaquant et l'ailier droit. Surtout que moi, l'ailier gauche, je spoil, mais c'est Vinicius. Je reprends pas exactement le même trio d'attaque. Et c'est pour ça, déjà, moi j'ai peur que De Bruyne et Benzema se marchent dessus. Ou De Bruyne et Bellingham et Benzema, il y a un moment où il y a des zones du terrain qui vont être suroccupées. Je vais attendre de Bellingham quelque chose de beaucoup plus box to box. Exactement. Ça, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est là où il est phénoménal, Bellingham. Totalement, mais il est aussi capable de porter le ballon et de créer des belles passes. Donc on va avoir un moment, il va quand même rester dans le côté axial. Il va pas, et j'ai peur que Benzema, où il compense un peu. Bon, après, tu me diras, il joue bien avec Modric. Hein, donc, avec De Bruyne. Non, je suis d'accord. C'est deux visions de l'équipe qui vont être très, très différentes. Fini peut-être avec ton ailier et après on... Non, pareil, pour les mêmes raisons que Mahrez, moi j'ai choisi Vinicius à gauche. Évidemment parce que Mbappé, on a convenu qu'il était absent, mais sinon on peut se mettre d'accord. Et vu qu'il a l'air d'être dans le groupe, on pourrait toujours le mettre. Hein, mais bon, hors Mbappé, Vinicius, pour moi, apporte le côté percussion. Il est très très décisif sur son aile. Donc c'est quelque chose qui me convainc. Et il monte dans l'adversité qu'il rencontre en ce moment en Liga par rapport à des équipes qui veulent lui faire mal. Il montre le caractère qu'il a. Et ça me plaît énormément. Et évidemment. Ouais. Et donc c'est quelqu'un qui est à la fois capable de donner la passe, qui est devenu de plus en plus intelligent dans sa manière de conduire les contre-attaques ou les attaques placées, décisif en finale de Ligue des Champions. Pour moi, c'est une valeur sûre. C'est étonnant parce qu'on parle souvent des Brésiliens comme étant des joueurs très émotifs qui perdent un peu leurs moyens quand c'est les grands moments. Comme il a parfois été. Ouais, absolument. Mais je suis extrêmement surpris par Vinicius, que je n'attendais pas à ce niveau-là forcément. Et effectivement, c'est un joueur qui a d'immenses qualités, mais on apercevait peut-être un plafond de verre à un certain moment. Il a su se réinventer, il a su dépasser. Apprendre, ouais, exactement, et apprendre en Europe. Et voilà, je te rejoins tout à fait sur son côté capacité à se surpasser, capacité à surmonter la hauteur de l'événement pour se hisser vraiment quasiment au-dessus, quoi. C'est vraiment un joueur phénoménal, donc oui, je peux comprendre pour Vinicius. Effectivement, tu cherchais le côté percussion d'un ailier. Je pense qu'on n'a pas de meilleur exemple, en tout cas à ce niveau-là, en Europe. Et il a l'expérience. Ouais, absolument. Contrairement à...
Moi, j'ai opté pour quelqu'un qui est très différent. C'est Kvara. Je vais pas vous citer le nom entier. Kvaratskhelia. Type, Je suis entraîné, ça. à la glace, t'as répété tout ça. Non, parce qu'en fait, je cherchais quelqu'un justement de percutant, mais capable de frapper comme il faut, quoi. Ouais. Et, Non, la frappe de balle, je suis d'accord. Et puis techniquement, il est intelligent. Il va pas chercher uniquement à rentrer pied droit et à frapper. C'est quelqu'un qui a une très bonne vision du jeu. C'est quelqu'un qui peut changer un petit peu le profil de cette équipe aussi, de par ses qualités. Et je trouve qu'il a été tellement fabuleux sur cette première partie de saison, et il l'est toujours encore avec Naples, que je me dis, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas tenter un petit coup avec Vara. Voilà, c'est Varadona, quoi, comme les Napolitains l'appellent. C'est un joueur qui est fabuleux et qui porte son équipe. Et voilà, il a une régularité dans ses performances, il fait tout le temps les bons choix en fait. C'est ça qui me plaît énormément. L'intelligence de jeu incroyable. Et puis comme tu l'as dit, cette frappe de balle qui est impressionnante, je trouve que et qui est très, vas-y. Dans le côté technique en tout cas, il y a quelque chose qui est très différent de la façon dont les joueurs européens ou brésiliens ou je sais pas argentins frappent le ballon. C'est qu'il va chercher plutôt un peu à l'envelopper quasiment. Ouais. Et je trouve que c'est hyper là on est plutôt sur le côté stylistique, mais c'est hyper sympathique à voir en fait. Et c'est un joueur que j'apprécie énormément et qui surpasse un petit peu les attentes qu'on avait placées en lui. Carrément, il les a défoncés même. Ouais, et c'est pour ça que j'aime bien ce côté Kvara à gauche. Moi, je suis pas contre Kvara à gauche. Surtout que je suis d'accord, en fait, là, en discutant avec toi, je trouve que c'est bien d'avoir un autre profil d'ailier qui est tout aussi capable de mener une transition, mais d'un côté qui va t'apporter autre chose que Riyad Mahrez, c'est-à-dire une belle frappe de loin, de débloquer la situation autrement, aussi par la passe. Mais il est capable d'avoir le dribble, peut-être moins qu'un Mahrez, mais il l'a quand même, peut-être moins qu'un Vinicius également, mais peut-être que d'avoir deux profils différents, ça peut être intéressant. Je suis d'accord, sachant qu'il l'a quand même, mais d'avoir un profil frappe de balle assez sèche ou enveloppé, mais en tout cas de loin et quelque chose de différent. Je suis d'accord. Alors, y a un autre joueur qu'on n'a pas cité dans l'équation, c'est Modric. Ah, Modric, oui. Mais il vient d'arriver. Moi, je ne connais pas ça. assez. En fait, il a été phénoménal sur la phase de poule, mais c'est exactement ce qu'on disait pour le poste de gardien. C'est que là, il y a un nouveau cap qui est en train de se passer. Mais ça va être pareil pour Kvara. Oui, mais j'ai davantage confiance en Kvara sur le côté Qu'est-ce qui te donne ça, etc. Pourquoi C'est juste une perception. Voilà, exactement. Mais je le trouve tellement régulier en Serie A. Il est un petit peu plus âgé, je crois. Je crois que Kvara est à 22 et que Modric est à 20 ou 21. C'est pas énormément parle pas d'âge. significatif, mais en tout cas, je trouve que Kvara a les qualités pour porter encore Naples en Ligue des Champions, comme il l'a fait tout au long de la saison, que j'attends de voir chez Modric. Voilà, je l'enterre pas du tout, loin de là, mais je vais le regarder avec attention, Modric, parce que j'en attends de lui sur cette Ligue des Champions. Et voilà, il est encore en pleine période d'adaptation. Et c'est pour ça aussi, c'est que j'ai pris en compte le fait qu'il vient d'arriver dans un nouveau club, contrairement à Kvara, qui est toujours dans le même environnement et qui sera plutôt dans quelque chose qu'il connaît, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et moi, c'est ce qui m'avait fait hésiter au départ sur Kvara aussi. Je me dis là, il a l'équipe qui joue pour lui, il a un bel environnement, etc. Mais peut-être que si tu le mets dans un autre environnement où c'est plus chaotique, genre peut-être pas. Mais en vrai, non, je suis assez convaincu par Kvara. C'est aussi la star du moment. Je trouve qu'il mérite d'être là. Maintenant, donc, est-ce que tu me rejoins au moins sur Mahrez à droite ? Ouais, je te rejoins. Maintenant, faut qu'on débatte du profil qui va avec les deux. Si t'as Kvara, est-ce que t'as autant besoin de Benzema ? Moi, oui, parce que je veux pas d'un attaquant qui soit juste là à participer sur la construction, à la finition en tout cas offensive. Je veux mais t'es d'un sûr joueur que Haaland n'est pas capable ? Il est quand même capable de donner des belles passes décisives, hein.
Il est moins en pivot pur, je suis d'accord. Sur la compréhension du jeu. Non, mais il n'y a pas meilleur que Benzema. Ouais. Non, mais ça, évidemment. Mais est-ce que tu as toujours... Enfin, il a une compréhension de 9, quoi. Alors, il n'a pas la même compréhension de 10 que peut avoir Benzema, qui a aussi le côté 9. Je sais pas. Honnêtement, je trouve que pour jouer Benzema en transition t'apportera un appui, quand Haaland t'apportera de la profondeur. Et honnêtement, on n'a que Mahrez là qui va aller... Et encore même, Mahrez préfère avoir le ballon dans les pieds. On a besoin de quelqu'un qui va chercher le ballon devant lui. Benzema est capable de le Non, faire. moins. Non, mais c'est pas, il appelle pas dans la profondeur, il veut le ballon dans les pieds. Et on a besoin de joueurs qui ne jouent pas que ballon derrière eux. Non, là je te promets. Si encore on avait Mbappé, Oui, bah là. non, mais si encore mais regarde, au Paris Saint-Germain, si tu as bien un problème, c'est qu'il y a que Mbappé qui demande le ballon dans la profondeur. Là, moi je veux bien, mais que ce soit Valverde ou Mahrez, ils vont la demander dans les pieds. Gvara un peu moins, mais il a quand même plus un profil dans les pieds. Là, tu as besoin d'un mec qui va l'appeler dans la profondeur. Et je te promets, genre, là, maintenant en le disant, je trouve que on a assez de ballers et de meneurs de jeu dans cette équipe et de gens qui sont amis avec le ballon pour peut-être se passer de Benzema au profit de quelqu'un qui va chercher la profondeur. Allez, je te le concède. Tu m'as concédé. Mais désolé Karim, vraiment, Hakimi, c'est pour... Mais bon, on mentionnera quand même Benzema. Non, on mentionnera. Je pense que ça sera la capsule de cette émission. Au moins, ce sera le débat Haaland-Benzema. Mais voilà, en tout cas, bon, bah, du coup, on va rappeler l'équipe globale. Mais bon, en vrai, surtout, dites-nous vous qui vous auriez mis entre Haaland et Benzema, parce que on a eu des débats que sur des grands joueurs et des excellents joueurs, donc il n'y a pas de stress. Ouais. Donc, gardien Thibaut Courtois, latéral gauche Joao Cancelo, une paire de défenseurs centraux Rudiger Militao, à droite Achraf Hakimi, un milieu de terrain Kimmich, De Bruyne, Bellingham, et ailier droit Riyad Mahrez, un attaquant Erling Haaland et ailier gauche Kvaratskhelia. Voilà, bon, je l'ai un peu écorché pour finir, mais voilà. C'est marrant qu'on n'ait pas cité Osimhen aussi dans les. Alors moi joueurs. j'y ai pensé, ouais. mais pareil, je pense que, enfin, en vrai, je préfère quand même Haaland. Mais en termes de profondeur, là, on avait aussi un bon profil. Un on joueur verra. capable de faire vraiment autre chose que simplement se placer en fait. Totalement. C'est intéressant. Totalement. Mais peut-être qu'on avait trop enfin, on va tellement jouer aussi devant que on avait peut-être moins. Mais bon, allez. Bon, bref. En tout cas, on avait plus le choix sur le numéro 9 que sur l'ailier droit par exemple. Ouais. Voilà. J'ai plus galère, hein, j'avoue. Ouais. C'était marrant. Mais ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Quentin. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a sûrement plu. Donc, s'il vous plaît, vraiment, notez cette émission sur votre plateforme de podcast. Lâchez-nous du like, du commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé. Dites-nous si vous auriez choisi Benzema ou Haaland dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Surtout, parlez de ce podcast, parlez de cette émission à vos amis. Donnez-nous du feedback, des critiques. On est toujours ouvert à ça. Et on reviendra très, très vite pour de nouvelles émissions. Merci beaucoup, merci Quentin, merci Marco à la technique et merci à vous. Et puis on se retrouve très très vite et toujours au top. Salut.